Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast de Senpai, la chaîne qui décrypte le monde du SaaS et l'écosystème startup. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Thomas Giraudet, rédacteur en chef de Madines, le média de l'écosystème des startups en France. J'ai pu capter quelques minutes dans son agenda pour échanger avec cet acteur emblématique, proche des startups françaises, vous verrez, mais pas que. Retour sur le parcours de Thomas de la Bretagne où il exerce le métier de journaliste pendant de nombreuses années, à sa venue à la capitale qui l'a amené à côtoyer les grands groupes de presse avant d'arriver chez Madines. Thomas nous explique depuis l'intérieur le fonctionnement, la vision et l'ambition de Madines qui compte aujourd'hui des milliers d'auditeurs quotidiennement. Je lui ai posé de nombreuses questions sur leurs observations et les évolutions de la Startup Nation et selon eux, quels étaient les enjeux futurs de cette économie qui commence à avoir du poids au niveau international. Nous avons enregistré ce podcast une semaine après l'événement Vivatech, qui est le rendez-vous de l'écosystème tech de l'année. Thomas nous partage en exclusivité les coulisses de l'interview accordée par le président Emmanuel Macron au micro de Madines, un récit passionnant. Avant de vous laisser avec Thomas Giraudet, merci à toutes les personnes qui écoutent depuis le début le podcast et celles qui arrivent avec cet épisode. Merci de votre fidélité et de votre partage, cela nous donne beaucoup d'énergie pour vous proposer du contenu toujours plus qualitatif. Je referme la parenthèse et je vous laisse maintenant avec mon interview de Thomas Giraudet, rédacteur en chef de Madines. Très bonne écoute sur le podcast de Senpai. Bonjour David, merci beaucoup de m'avoir invité pour parler avec toi de tous les sujets que tu souhaites. Écoute, plaisir partagé Thomas, et pour bien commencer les choses, ce que je peux te proposer peut-être, c'est de te présenter rapidement peut-être à l'audience qui ne te connaîtrait pas encore. Oui, il y a sûrement plein de gens qui ne me connaissent pas. Alors moi je m'appelle Thomas Giraudet, je suis rédacteur en chef de Madines depuis le mois de septembre 2020 et j'ai rapidement 15 ans d'expérience dans la presse économique derrière moi, dans la presse professionnelle, un peu dans la presse quotidienne régionale et puis aussi sur le web. D'accord, et est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours? Parce que je sais que tu es passé par des grands médias, des grandes presses assez connues. Ouais, j'ai démarré comme pas mal de journalistes qui démarrent avant d'être journaliste. Mon job étudiant, j'étais ce qu'on appelait correspondant de presse dans la presse quotidienne régionale à Ouest France à Nantes. Dans laquelle j'ai fait des contrats, des CDD. Et donc, mon travail, c'était notamment autour du sport. Donc, je faisais des comptes rendus de matchs, des papiers magazines sur le sport tous les week-ends, etc. J'ai aussi touché à un peu d'actu générale. Et puis, du coup, parallèlement à mes études d'économie que j'ai terminées en Suède, j'ai continué à faire ce travail. J'ai aussi suivi une licence de journalisme. Et puis, j'ai commencé dans la presse économique Mhm. au sein du groupe Telegram, qui est un groupe de presse breton, basé à Morlaix. C'est un peu le concurrent de Ouest France sur la Bretagne. Enfin, pas un peu, c'est le concurrent de Ouest France sur la Bretagne. Ce D'accord, qui on explique salue que les la Bretons. Bretagne est, ouais, ce qui explique que la Bretagne est une région très, très dynamique en termes d'information. C'est deux groupes qui ont plein d'idées et qui portent haut les valeurs du journalisme. Et là, j'ai fait partie de l'aventure d'un mensuel d'actualité économique en tant que journaliste et puis après en tant que responsable d'édition. Et puis au bout de quelques années, je suis monté comme beaucoup de journalistes, on appelle ça à la capitale, où il y a une grande concentration des médias, où là j'ai travaillé dans de la presse professionnelle pour les médias, à la correspondance de la presse, où là j'ai suivi tout le secteur des médias, donc mes interlocuteurs étaient les dirigeants et dirigeantes de médias, tous les observateurs autour de ça, le législateur, les syndicats. Et puis à l'issue de cette expérience, j'ai rejoint en 2016 l'équipe qui lançait Business Insider en France sous licence avec le groupe Prisma. Et du coup, que j'ai quitté en 2020 pour rejoindre Madines. Et du coup, chez Business Insider, je suivais en tant que journaliste économique l'écosystème français de la tech. Et aussi l'écosystème, les entreprises étrangères de la tech qui venaient s'installer en France, donc ce qu'on a tous connu, et toutes connues, les Uber, mais aussi tout le volet des trottinettes électriques, toutes ces nouvelles plateformes, etc. Donc sacré background en tout cas, Thomas. On n'aura pas, je pense, assez d'un seul podcast pour revenir sur toutes tes expériences. Et justement, on va concentrer un petit peu l'échange aujourd'hui sur l'activité actuelle
que tu as en tant que rédacteur en chef chez Madines. Est-ce que peut-être pour ceux qui sont pas du coup encore en contact avec Madines ou qui connaissent pas Oui. vraiment Madines, tu peux la résumer en quelques lignes, en quelques phrases? Oui, alors Madines, c'est un site d'actualité économique gratuit sur le web. Chez Madines, l'idée, c'est de comprendre les forces en présence économique, celles qui façonnent l'économie, les entreprises, l'innovation de demain, et d'essayer de percevoir les signaux faibles. Donc, il y a eu un volant où Madines a été créé il y a 7 ans. Et, D'accord. voilà, et a connu une croissance continue et forte de visiteurs et de lecteurs et lectrices, en anglant beaucoup sur l'écosystème innovation, donc forcément les startups, cet écosystème qui a pris une ampleur folle depuis 5 à 10 ans. Euh, et, et du coup, c'est élargi au fil aussi à l'entrepreneuriat un peu plus largement. Donc, ce qui passe par exemple par la manière de donner des outils et de la culture générale économique aux lecteurs et lectrices. Donc, sur des fiches pratiques, par exemple, très simples, qui sont, enfin, en tout cas, incontournables, comment lever des fonds, comment procéder à du recrutement de jeunes profils, comment faire face à cette nouvelle loi qui vient de tomber, ce que ça peut changer pour vous, etc. Mais aussi toutes les histoires d'entreprise. Donc, forcément de l'actualité. Cette entreprise, cette startup qui a levé beaucoup d'argent, qu'est-ce que ça veut dire derrière? Qui est derrière ce tour de table? Donc voilà, de donner des clés de compréhension aux lecteurs et lectrices de ce qui se passe en fait dans l'économie, parce que souvent en France, on Bien résume sûr. l'économie à la bourse. Et en fait, la réalité du terrain est diamétralement opposée. Oui, certes, le CAC 40 emploie, si ce n'est la majorité, énormément de monde en France, mais il y a tout ce tissu de TPE, PME qui emploient et font vivre des territoires. Donc nous, l'ambition qu'on se donne maintenant au bout de 5 ans, c'est qu'on est arrivé à un moment de maturité, on doit continuer de grandir. Et C'est combien de personnes d'ailleurs, Thomas? Je sais pas si tu l'as dit. Aujourd'hui, alors, Madines? Madines, aujourd'hui, c'est une trentaine de personnes. J'ai pas le D'accord. chiffre exact parce que, Basé sur Paris, alors, du coup. basé à Paris, sur la rédaction, on est 6. Et après, il y a d'autres fonctions. Il y a les fonctions support, il y a toute l'équipe commerciale, pardon. On a toute une équipe qu'on appelle un pot édito qui, là, travaille notamment pour les clients en ce qu'on appelle du brand content ou en marque blanche. Et puis, dans ce pôle édito aussi, on retrouve toute une compétence sonore et vidéo, puisqu'on a un studio qui est capable de réaliser des vidéos, des podcasts pour Madines, pour la rédaction, mais aussi pour des annonceurs qui ne possèdent pas, par exemple, ce type de produit. Le Et Madi puis, Studio. il y a voilà, le Madi Studio. Et puis, il y a une composante forte qui n'a pas pu avoir lieu en 2020, c'est la Madi Keynote, qui est l'événement de Madines chaque année, qui a eu lieu pardon, en 2020. Moi, je n'étais pas encore arrivé, mais fin janvier. Et là, qui revient en septembre. Donc voilà, avec une nouvelle version quelque part. Et ça, c'est tout un pan de l'activité événementielle de Madines, qui a lieu le 14 septembre prochain à Paris, à Grande Contrôle. Donc n'hésitez pas à aller voir. Il y a un site dédié pour vous inscrire à la programmation et à Et l'échange. qu'on mettra bien entendu dans la description du podcast si tu veux bien. Et justement, tu Oui. parlais de ton bassin d'audience. Aujourd'hui, qui vous écoute et qui vous lit dans l'écosystème? Alors, ce qu'on voit qui nous écoutent et qui nous lisent, on a beaucoup d'entrepreneurs, puisqu'on est très identifié par ce qu'on appelle l'écosystème tech français, donc par les entrepreneurs, les entrepreneuses, par les fonds d'investissement, par les banques d'affaires, par les leveurs de fonds, parce qu'ils savent que chez nous, ils vont trouver l'information économique traitée différemment, ou être sûr de l'avoir aussi en exhaustivité. On ne traite pas du tout toutes les levées, mais par exemple, on a un récap hebdomadaire mensuel des levées. Donc ça, c'est une porte d'entrée très, très, très identifiée. Mais on va avoir aussi de plus en plus de freelance, parce qu'on aborde beaucoup les thématiques autour des indépendants, qui ont été quand même des gens très très touchés par la crise. On a souvent oublié, mais c'est pas des gens,
des gens qui ont le droit à toutes les aides, qui ont eu le droit à toutes les aides, qui ont dû se battre, etc. Donc on a beaucoup couvert ces thématiques. Et puis on a aussi toute la nouvelle génération, donc qui sont peut-être encore des étudiantes et étudiants, et qui demain seront des salariés de l'écosystème ou eux-mêmes des entrepreneurs et entrepreneuses. Et donc nous, on les touche aussi par les thématiques qu'on aborde, que peut-être tout le monde n'aborde pas de la même manière. Et puis, on a aussi ce que je dirais, les verticales innovation des grands groupes, parce que forcément, ces grands groupes en pleine transformation numérique ont besoin d'avoir de la veille économique sur ce qui se passe, de l'intelligence économique, comme on dit. Et je pense que chez nous, ils trouvent tout ça aussi. Très bien, très bien et bon, j'en profite parce que j'ai le rédacteur en chef de chez Medines quand même, sur le podcast pour, te poser la question toute simple. Qu'est-ce qui fait un bon article chez Medines aujourd'hui? Comment vous sélectionnez un petit peu, vous avez des grandes thématiques, des grandes familles, je ne sais pas comment vous les appelez, mais voilà, Ouais. comment toi tu sélectionnes, ce que tes journalistes vont travailler, creuser, pour, faire l'actualité du jour ou des prochains mois, semaines? Oui. Alors nous, c'est l'un des biais aujourd'hui du journalisme, c'est qu'on croule sous les informations entrantes, notamment ce qu'on appelle des RP, des relations presse ou relations publiques. Donc ils nous envoient beaucoup de communiqués sur l'actualité de leur entreprise et de leurs clients. Donc on a un tri à faire là-dedans, mais c'est pas du tout le canot numéro un. Nous, ce qu'on essaie, c'est d'avoir justement les infos qui sont pas encore publiques, ou en tout cas d'avoir notre propre réseau, etc. Alors pour avoir un article sur Madinez par la rédaction, il faut que ça corresponde à notre ligne éditoriale. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure. Nous, on écrit sur l'économie, l'entreprise, l'innovation. Donc il faut que c'est ce pendant-là. Clairement, on ne va pas traiter les élections, par exemple, régionales qui viennent d'avoir lieu. Tout à fait. Nous, on ne va pas les traiter. Les élections présidentielles, on va les traiter parce qu'il y a un enjeu national. On a eu l'interview en exclusivité à l'occasion de Vivatech en marge de sa venue à Vivatech d'Emmanuel Macron. Il est évident que pour nous, on doit se positionner sur ces sujets politiques économiques parce que ils sont à la base de changements législatifs qui peuvent impacter la vie des entreprises et des entrepreneurs et entrepreneuses. Donc voilà, mais la question régionale, on va le pas être. Les sujets divertissement, on va pas y aller. Donc nous, c'est vraiment de l'économie. En revanche, ce qu'on aime bien faire chez Madinez, c'est pas traiter l'information de la même façon que les autres. Notamment, je prends l'exemple des levées. Ce qui se passe beaucoup, c'est que l'entreprise qui fait une levée, notamment très importante, avertit beaucoup de médias sous ce qu'on appelle embargo. C'est-à-dire que on vous donne l'information, mais elle peut être pas publiée avant une date pour des raisons De financières, confidentialité, oui. économiques, de confidentialité et autres. Donc, bon, c'est un process qui fonctionne comme ça. Après, on peut revenir dessus, c'est encore une autre question. Et donc, du coup, ça veut dire que beaucoup de médias vont traiter l'info. Donc, nous, ce qu'on essaye, c'est par notre expertise, par nos recherches, par notre curiosité, de le traiter un petit peu différemment. Donc, pas forcément de traiter sur le montant. C'est peut-être ce qui est intéressant derrière, c'est qui il y a comme investisseur derrière, ou qu'est-ce que ça veut dire dans le développement de l'entreprise. Exactement. Et comme on a quelques années derrière nous, même si on n'est pas tous la rédaction, on n'a pas tous la même ancienneté, ça nous permet de parfois mettre en exergue des choses que les autres n'ont pas vues. Voilà, donc on essaye de donner des outils, de la culture générale économique, des clés de compréhension de ce qui se passe. Par exemple, il y a un terme qui est très à la mode, c'est de la licorne, donc ces entreprises qui sont valorisées plus d'1 milliard d'euros par leurs investisseurs. On peut se poser la question du terme. Ce qui est peut-être intéressant, c'est de traiter cette info et puis de donner aussi à nos lecteurs, de rappeler qui sont les autres entreprises valant plus d'1 milliard ou celles qui ont fait les plus grosses levées sur l'année écoulée. Donc des informations assez faciles, activables, qui donnent ce qu'on appelle dans notre jargon de l'information servicielle. Donc ça, c'est sur le sujet un peu des levées qu'on traite de moins en moins. Vraiment, on les sélectionne. Et puis, on va s'intéresser, par exemple, là dernièrement, à l'entrée en bourse de Believe. On a fait beaucoup de sujets, on a fait plusieurs sujets en prenant différents angles. On s'est intéressé au montant qu'il recherchait avec les documents publics, Tout à fait. mais on s'est aussi intéressé avec la banque d'affaires qui les a suivis, les coulisses de la future IPO. Comment on fait? Qu'est-ce que ça veut dire dans la dynamique de Believe qui est sur un marché de la musique très très puissant.
Et puis on a traité le jour même l'introduction en bourse avec avec une introduction en bourse qui a été compliquée pour Believe. Bah forcément, ça donne envie de continuer parce que c'est des signaux que les investisseurs ont un peu envoyés à l'écosystème en disant finalement, on glorifie beaucoup l'écosystème, mais une fois qu'on doit rentrer en bourse, est-ce que ça séduit tant que ça des gens qui sont peut-être pas aussi initiés que des fonds d'investissement qui croient en une entreprise et qui sont peut-être qui ont des thèses d'investissement en bourse différentes parce que c'est pas le même retour sur investissement attendu, Bien sûr. etc. Donc voilà. Et puis après, on a tout un volant c'est ce que je disais tout à l'heure, tout un volant aussi d'outils conseils, ça qui sont des conseils activables. Donc là, il faut que ce soit en lien avec l'actualité ou alors, par exemple, à un moment, en début d'année, il y a eu beaucoup de choses. On a couvert ça. On a fait une grosse enquête sur The Family, par exemple, où des actionnaires tapaient un peu à la porte pour savoir ce qui se passait parce qu'ils ne comprenaient pas où était passé leur argent. On a fait une grosse enquête de plusieurs semaines là-dessus. On a enquêté aussi sur l'Ouyetu, sur les pratiques de management, etc. Donc on se refuse aucun sujet. Nous, ce qu'on veut, le lien, pardon, ce que je voulais faire avec l'Ouyetu, c'est qu'il y a le sujet brut, et puis après on a fait un sujet très pratique, c'est comment gérer une communication de crise pour une jeune marque qui est sur Instagram. Comment on fait? Parce qu'on n'est pas forcément préparé quand il y a la crise qui arrive. Et nous, en fait, quand on dresse tout ce panorama, j'ai oublié de dire aussi, on fait beaucoup de portraits, d'interviews, on essaye vraiment d'aller percer sur des sujets autour de l'inclusion, de la diversité, mais au sens large, hein, aux 7 facteurs de l'inclusion qui sont sociaux, qui sont ethniques, etc. Et là, on essaye de vraiment donner la parole à des gens qu'on voit moins, mais qui ont des choses à dire, parce qu'ils ont des retours d'expérience sur voilà, ces femmes qui entreprennent dans la sextech, voilà, pour qui c'est compliqué parce qu'on leur fait des blagues graveleuses, etc. Ce marché de la cosmétique pour peau noire, c'est un marché énorme, mais les marques ont beaucoup de mal à s'adresser à ces gens-là. Donc nous, on essaye de recueillir les témoignages. Et en fait, ce qu'on essaye de faire chez Madines, le virage un peu qu'on prend, c'est de se dire, l'écosystème, il est aujourd'hui, il y a eu 5 milliards d'euros qui ont été donnés aux startups en 2020, enfin donnés, en tout cas investis, Injecté, pardon, oui, en tout cas d'aller. injectés par des fonds privés, des fonds publics. C'est une masse énorme. C'est 150 000 à 200 000 emplois qui ont été créés. Ce sont des boîtes, pour certaines, qui sont devenues des boîtes iconiques, en fait, en France. On l'a vu avec Doctolib, avec la vaccination. Et donc, ce qu'on essaie de dresser comme portrait, c'est d'enlever l'étiquette un peu d'image d'Épinal où la Startup Nation, employée par le premier des Français, est un écosystème idéal, parfait, où les gens peuvent entreprendre et autres. Nous, on essaye de raconter cet écosystème en disant oui, il y a des succès. En tout cas, nous, on ne dira pas c'est un succès, mais on peut avoir des métriques, etc., qui le disent. Mais il y a aussi un sens des responsabilités pour ces boîtes-là, parce que c'est quand même un écosystème où on reproduit encore beaucoup socialement les mêmes modèles sociaux. Et du coup, on raconte tout ça. On a envie d'être le plus objectif possible et de dire quelles sont les difficultés, quelles sont les réussites à entreprendre. Et c'est ça aussi qui est le plus dur pour nous, mais le plus passionnant, c'est que c'est un écosystème qui a beaucoup de mal à se regarder dans la glace. Super intéressant Thomas, justement. Je vais revenir, tu as dit énormément de choses et je Je suis vais très bavard. non mais c'est passionnant en tout cas et c'est super de t'avoir aujourd'hui et je voudrais revenir sur 2 petits points justement. Tu disais en introduction notamment qu'il y a eu énormément d'évolutions depuis, ces, 5, 6 dernières années, notamment avec, la French Tech qui a poussé pas mal de choses. Toi, par rapport à ça, observateur de tout cet écosystème depuis des années et des années, comment tu vois les choses? Comment ça a évolué? Tu vois, tu as évoqué certaines choses qui commencent à se sentir, notamment dans la migration de comment on perçoit, comment on commence à avoir un regard critique aussi. On n'est pas juste là à mettre en lumière cet écosystème, qui lève des sommes de plus en plus phénoménales. D'ailleurs, il y en a une qui a été en record là récemment, avec Content Square. Mais justement, comment cet écosystème, tu l'observes et va durer dans le temps? Comment ça va évoluer selon toi? Alors, j'ai pas de boule de cristal. Sur l'évolution dans le temps, je vais reprendre les. Alors, moi, en tant que rédacteur en chef, je suis clairement moins le nez dans le guidon, ou pardon, Oui. excuse-moi l'expression, mais je suis moins en contact quotidien que les journalistes, logiquement. Après, eux m'apportent beaucoup d'informations, donc j'essaye de synthétiser et j'ai aussi mon réseau, mais c'est vrai que c'est eux qui sont en lien direct.
Du coup, ce que je peux dire des retours qu'on a, des papiers, des articles qu'on écrit, c'est un écosystème qui marche beaucoup avec des mots, des mots valises. C'est un écosystème qui a besoin de mots valises pour avancer. Startup Nation, Licorne, Decacorn, ils ont besoin d'objectifs. C'est des choses. Et parce que, en fait, c'est un écosystème où la politique a pris une place très, très importante, en fait. Mais volontairement, avec une politique volontariste. La French Tech a mis des moyens pour se faire connaître, pour donner de la visibilité, a mis en place des outils pour faire venir des talents étrangers, etc. Donc, loin de moi l'idée d'avoir un regard juste critique, juste pour être critique. Nous, notre rôle, c'est juste de regarder les choses, essayer en effet de les analyser. Donc, je pense que ce que disent tout le monde, et pour avoir interrogé à la fois des investisseurs, ou là encore le discours d'Emmanuel Macron, ou des chefs et chefs dirigeants et dirigeantes d'entreprise, c'est que l'étape d'après, je pense, pour l'écosystème, c'est que là, il y a des entreprises qui lèvent beaucoup d'argent, qui sont très valorisées et qui arrivent à des montants où, en fait, la prochaine étape, a priori, ça ne peut être que la bourse ou un rachat, en fait, puisque les investisseurs qui ont mis de l'argent, ils veulent retrouver leur argent. Ils ne sont pas juste là, actionnaires, pour accompagner l'entreprise pendant 20 ou 30 ans. Ils ont un horizon de 8 ans, de 15 ans, etc. Et c'est le vrai enjeu là. Nicolas Bresson nous le disait d'ailleurs dans un article qui est du coup le CEO de Blablacar. Ça va être ça l'enjeu de la French Tech aujourd'hui, c'est comment on passe en bourse en fait pour certaines entreprises. Et là, il y a un vrai enjeu, c'est qu'il n'y a pas de Nasdaq européen. Donc, la dimension de la French Tech est indissociable de la dimension européenne. C'est-à-dire que et c'est tout, je crois, l'enjeu de la nouvelle initiative Scale-up au niveau européen, Tout à c'est fait. d'essayer de créer les conditions en Europe pour qu'en fait, en Europe, dans ce marché qui est plus grand que les États-Unis en nombre de consommateurs, mais plus éclaté, et c'est tout l'enjeu, et on le voit au niveau d'autres politiques de transport, finance, de la vaccination, c'est d'avoir une ligne directrice commune pour que ces boîtes-là françaises, en fait, euh, euh, correspondent dans leur horizon aux attentes des gens qui les ont soutenus financièrement. À un moment, un investisseur, il va vouloir avoir un retour sur investissement. Et c'est vrai que l'entrée en bourse de Believe n'est pas un très bon signal qu'on donne, parce que son action a chuté fortement, etc. Donc ça va être un enjeu très intéressant à regarder. Il y a un enjeu aussi maintenant, les entreprises, une entreprise comme Doctolib, c'est 1000-1500 personnes, je crois, ou 1200. Oui, c'est Bon, ça. vous mettez 1000-1200 personnes dans un territoire hors d'Île-de-France, c'est un gros employeur d'un territoire. Et je ne parle même pas de territoires ruraux, je parle de villes moyennes françaises. À Nantes, je crois que c'est 400 personnes. 400 personnes pour le bassin nantais, ça Mhm. commence à devenir un gros employeur. Donc il va avoir un enjeu aussi d'accepter d'être regardé, scruté, et d'avoir les responsabilités qui vont avec ces tailles d'entreprise, en fait. Et du coup, on est dans des responsabilités sociales, on est dans des responsabilités environnementales. Il y a un mot, le nouveau buzzword, c'est l'impact. Ça veut L'impact, tout et oui. rien dire, Tout à fait. mais elles vont avoir à être scrutées là-dessus, hein. On l'a vu. Je pense qu'en gros, l'écosystème français, et quand on a fait l'enquête sur The Family, les gens nous l'ont très bien expliqué que The Family est arrivé à un moment où ça faisait du bien parce que ça a donné un élan à discours. Pendant beaucoup d'années, l'écosystème français a voulu être en parallèle avec les États-Unis, ou en tout cas s'inspirer de ce qui se faisait aux États-Unis. Si on regarde ce qui s'est fait aux États-Unis, des grosses boîtes américaines, sans parler de Google et autres, se sont fait épingler pour leurs pratiques managériales, se sont fait épingler pour leurs pratiques financières, posent des questions. Les régulateurs s'y intéressent. Donc je pense que la prochaine étape de l'écosystème français, c'est aussi ça. Et on le voit bien aujourd'hui, hein, certains de ces dirigeantes et dirigeants prennent la parole et font du lobby, en fait, font de l'influence. Et c'est pas à moi de juger si c'est bien ou pas bien, c'est juste une pratique. Donc voilà. Après, je pense que l'argent a pas l'air, même en crise, d'avoir un problème pour couler à flot. Donc ça, j'ai l'impression que ce qui se dégage, c'est que par contre, avec la crise, les investissements se sont peut-être reportés sur des valeurs un peu plus sûres, des entreprises qui avaient déjà un modèle économique, qui avaient déjà fait la preuve du concept, etc. Ce qu'on appelle les Euh, séries A, B, C, Ouais, D. série A, B, C dans le jargon, donc c'est-à-dire des entreprises qui lèvent 1, 5, 10, 20 millions. Donc le ticket moyen augmente quand même pas mal. Donc ça, c'est intéressant. Et je pense que ça va aller là-dessus sur le point de vue voilà, économique, et puis à voir comment ces entreprises-là
vont accepter d'avoir la responsabilité un peu qui leur incombe et d'accepter aussi de se regarder et, euh, et, et- et- et d'utiliser parfois moins d'éléments de langage de communication et de parler plus naturellement, etc. C'est un écosystème voilà, où il y a beaucoup d'argent et donc quand il y a beaucoup d'argent, il y a beaucoup d'éléments de langage parce que bah voilà, chacun est tenu de dire le bon mot pour pas dénaturer l'investissement qu'on a fait quoi. Donc voilà. Après c'est un écosystème très intéressant, notamment et nous on essaye de pas mal axer là-dessus. On a plusieurs appétences au sein de la rédaction. J'essaye de pousser les journalistes dans ce sens sur tout ce qui est la santé. Je pense que ça, la santé, l'agroalimentaire, c'est deux belles thématiques qui sont dans le quotidien des gens, euh, qui ont un champ des possibles incroyable en termes d'innovation et de responsabilité. On le voit, hein, toutes ces startups qui se sont lancées à côté des Pfizer et autres sur la course au vaccin, la course aux médicaments. Il y en a plein en France. La France là-dessus est très très en avance, a des super relations et des magnifiques écosystèmes avec l'Institut Curie, etc. Et je pense que ça c'est bien. Et puis l'agroalimentaire, comment on va pouvoir nourrir toute la population dans le monde avec les préoccupations d'OGM ou pas. Est-ce qu'on va aller vers une alimentation avec moins de viande et donc peut-être aller vers des insectes? Bah ça, il y a des boîtes françaises qui fonctionnent, qui travaillent dessus. Ça, c'est assez passionnant Comme en tant que Insect, par exemple. journaliste. Insectes, Mm. Innovafarm, Oui, il y en a on en a beaucoup. trois et trois, quatre, ouais. Et ça, c'est assez passionnant en tant que journaliste d'aller raconter en fait comment on fait pour innover dans ce secteur. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que réglementairement on va avoir des insectes dans notre assiette demain? Voilà. Donc ça, c'est des thématiques, je pense, qui sont assez intéressantes à suivre. Et puis une dernière à l'inverse, c'est quid de ces plateformes auxquelles on s'est habitué, qui nous permettent de faire les choses quand on a un peu la flemme. Donc les livraisons de repas, Le repas les tout fait. déplacements en VTC, les repas tout faits. Voilà, quid de ça? Est-ce que ça va continuer, s'accentuer? Est-ce qu'il va y avoir est-ce que c'est un modèle où ça gagne pas d'argent, par exemple? Donc jusqu'à quel point, quoi? Ouais, en plus, l'effet de la crise a accentué, peut-être temporairement, la croissance de certaines industries, comme celle que tu viens de citer. Donc là, avec l'ouverture, de l'économie, post-crise, on verra un peu comment ça fonctionne. Et je voudrais justement revenir un petit peu sur une question que j'ai eue, au moment où tu parlais, par exemple, de Blablacar, et Nantes. C'est un vrai sujet. Tu l'as dit d'ailleurs, en l'introduction dans ton Ah, parcours. Doctolib et Nantes. Ouais, Doctolib et Nantes. Doctolib, pardon. J'ai dit Blablacar, bah, Doctolib. Doctolib et Nantes. Et justement, toi, Thomas, t'es revenu sur Paris, mais est-ce que justement, au niveau de l'observation du développement de cette économie, de cet écosystème, on est justement en train de décentraliser un petit peu? Il y a beaucoup d'écrits là-dessus, et on commence à observer que certaines grandes licornes françaises aujourd'hui prônent. Il y a Swile, par exemple, qui est à Montpellier, du coup Doctolib, qui est aussi à une antenne à Nantes, et d'autres acteurs qui sont des, entre guillemets, provinciaux. C'est typiquement un terme qui est utilisé par les Parisiens. Mais est-ce que tu penses que, voilà, est-ce qu'on est vers une tendance à décentraliser, que ça soit pas tout Paris? C'est pas ce que nous renvoient les chiffres, hein. La majorité des investissements, les deux tiers, c'est à Paris. Nous, on travaille beaucoup sur ces thématiques. C'est quelque chose, et merci de me permettre, David, de le dire. On fait pas mal d'articles. On essaie d'aller. Alors, avec le Covid, c'était compliqué, mais on va reprendre ça, espérant que la situation Il n'y sanitaire a plus de couvre-feu, en tout cas, maintenant. perdure. Voilà. Mais on va retourner vers les écosystèmes. On en a fait en 2020 sur Grenoble, sur Roubaix, sur Nantes. Alors, on a envie, en fait, on a envie d'être lu. On est très lu à Paris et forcément, nous, ça nous frustre parce que il se passe plein de choses dans les territoires, chez les entrepreneurs et entrepreneuses. Donc ça, nous, on a envie d'être lu, etc. Et on va aller retisser le portrait de ces territoires. Nous, à date, c'est pas ce qu'on ressent. Alors, je suis pas historien, je suis pas politologue, mais moi, on m'a toujours appris quand j'étais à l'école qu'on parlait de décentralisation à un moment dans les années 70, etc. La France reste quand même très imprégnée du jacobinisme, hein. Il y a quand même beaucoup de choses qui se passent à Paris, hein, Tout à fait. dans le territoire, dans la mobilité. Je veux dire, c'est compliqué de partir d'une ville et d'aller à l'autre sans passer par Paris en train ou en Oui, avion. c'est vrai. Et on le ressent en fait aussi dans l'économie. Alors, est-ce qu'un mouvement du télétravail
va faire que notamment les entreprises vont accepter que des salariés et du coup peut-être créer des antennes en région, travaillent 3 à 4 jours par semaine en région et puis viennent à Paris faire une réunion de temps en temps physiquement ou une présence, parce que ça peut permettre la décentralisation et notamment peut-être ces équipes-là qui après créent des boîtes sur les territoires sur lesquels elles sont. Il y a quand même un enjeu financier où c'est dur de toucher les investisseurs en dehors du périph. Nous, on a fait un article là-dessus sur la Courneuve, par exemple, où ils ont du mal, alors que la Courneuve, ça touche Paris, à faire venir les investisseurs dans un incubateur, alors que c'est à côté. Hein, Alors il que oui, suffit de oui, prendre une juste ligne à de traverser la rue. métro. Voilà, c'est ça. Donc, j'ai un peu du mal. En tout cas, ce qui se passe, c'est qu'en région et en outre-mer, les écosystèmes se donnent les moyens d'être visibles, notamment là, par la puissance publique, hein, ce que fait la French Tech en Des essayant capitales French Tech. d'agglomérer, voilà, en essayant d'agglomérer les forces vives des territoires. Donc ça, c'est inhérent et c'est indispensable. Après, il faudra des sièges sociaux en région ou des grands centres, ça ce sera indispensable, mais on est sur une bataille des territoires et une bataille de l'argent. Et ça, j'ai l'impression qu'on est juste en parallèle de ce qu'on vit, c'est-à-dire que il y a beaucoup déjà de territoires qui se battent en termes de dynamisme économique pour faire venir une usine, pour faire venir une entreprise. On le voit. Moi, je trouve que l'événement, enfin pas l'événement, mais le fait le plus marquant, c'est l'installation des plateformes Amazon. Ça se bat d'une région à l'autre pour essayer de l'avoir, tout en étant touché sur ses propres, sans doute pour certains, antagonismes politiques et de développement durable, des promesses. Et en fait, le développement des entreprises en région se fait toujours plus ou moins en lien avec la politique publique, en fait, parce qu'on a des crédits locaux qui permettent de s'installer, etc. Mais oui, oui, je pense que c'est même pas, je pense, vu en plus ce qu'on a vu avec les envies peut-être de moins être à Paris pour certains, il y a tout intérêt que des écosystèmes locaux, régionaux se développent, que tout ne passe pas à Paris. Mais malheureusement, à date, quand même, la concentration des sièges et autres est à Paris parce que l'argent est là et que si on veut un rendez-vous avec un investisseur, c'est plus facile du jour au lendemain que plutôt que faire une semaine et de faire le tour des investisseurs, quoi. Bien entendu. Donc c'est une belle bataille, mais je ne sais pas si ça va être intéressant. C'est un peu dans le lien de ce que je disais tout à l'heure, de cette taille. On est passé à 5 ans à des jeunes entreprises et là on commence à avoir une quarantaine de boîtes qui font entre 500 et 1000 personnes. Il y a un exemple, un Ledger qui a installé une usine à Vierzon. Mais il y avait une vraie volonté de son fondateur aussi. Donc on en revient un peu toujours aussi aux hommes et femmes. Hein. On va très clair, on observera ça en tout cas. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer dans les prochains mois, prochaines années. Et toi, comment tu vois ça en étant dedans et un peu à l'extérieur, pas en tant que journaliste? Ah non, on le sent qu'effectivement il y a une migration un petit peu des usages. Tu l'évoquais notamment avec le télétravail, il y a la décentralisation et le fait d'être hyper centré sur Paris, on l'observe. C'est de moins en moins une obligation et une évidence, hein. Donc, à voir si c'est une tendance qui va être suivie par tout l'écosystème, même les grands groupes, on le sent, hein, commencent à être sensibles à ça et que l'effet de productivité et le télétravail, c'est pas incompatible, hein. Après, d'ici à voir si l'écosystème évolue dans ce sens-là C'est à ça. terme, ça sera l'avenir nous le dira en tout cas, Thomas, je pense. Et on suivra ça sur Madines en tout cas. Oui. Et justement, tu parlais tout à l'heure, je t'ai pas arrêté parce que il y avait énormément de choses intéressantes que tu disais, mais notamment sur Vivatech. Vous avez eu une interview du président, donc du premier français, comme tu dis. Justement, comment ça s'est fait? Raconte-nous peut-être un petit peu comment ça s'est préparé, un peu les backstage. Ouais, oui, oui, de ce que je peux vous dire. Non, non, il a fallu réagir vite parce qu'il est venu mercredi. Alors, euh, je pense que nous, comme tout média, on a envie d'avoir le président de la République en interview, le premier. Donc, on fait des demandes régulières. On va avoir un membre du gouvernement à la fin du mois, etc. Après, entre les agendas, entre les sujets, on reçoit beaucoup de noms. Et puis, il ne faut pas se leurrer, on est aussi un petit média. Hein. On n'est pas Le Monde, Le Figaro, ou TF1 ou France Inter. Donc, c'est Bientôt. logique que la caisse de résonance soit plus petite. Et ces gens-là veulent être entendus par le plus grand nombre pour faire passer leur message. Il est toujours là. Un journaliste est toujours sous influence. C'est juste qu'il faut le savoir et être le plus objectif possible avec ça et du coup contrecarrer les éléments de langage.
de nos interlocuteurs, mais que ce soit des politiques et que ce soit des sûr. chefs d'entreprise. Ouais. Et bah du coup, ça se fait assez rapidement. Ça se fait à 22h le mardi soir, en disant, bah voilà, le président Macron s'est d'Élysée, l'entourage du président qui dit qu'il a une fenêtre de tigre à Vivatech, qu'on aura tant de temps et que voilà. Donc ça se prépare un peu dans la précipitation. Comme c'est un exercice rodé pour eux et pour lui, où il est très à l'aise, forcément, c'est pas une interview de 1 heure et demie avec des relances et tout. Donc, il faut choisir ses sujets, il faut choisir les questions les plus pertinentes, les plus perspicaces, où on espère qu'il y aura le moins d'éléments de langage de sa part, où il aura des choses à dire. Bon, il est évident que là, pour nous, on sait qu'il vient à Vivatech, il ne va pas parler de la réforme des retraites. Complètement. Donc, c'est pour ça qu'on a axé nos 4 questions. C'est un travail de l'équipe où on était raccord sur les questions. On a accordé, on a tourné autour de. Il y a 4 ans, il avait parlé de Startup Nation, donc savoir est-ce qu'il estime que l'expression est toujours juste ou celle qui symboliserait. Donc, il a répondu sans répondre à la question. Après, on a abordé, il a voulu avoir la Startup Nation, il a eu les gilets jaunes. Donc, comment la Startup Nation, entre guillemets, peut profiter à tout le monde. Et puis, on a posé cette question que tu viens de me poser sur la décentralisation et après une dernière sur l'enjeu justement de la tech dans le développement durable, parce qu'il y a un vrai enjeu notamment du recyclage des matériaux qui sont quand même souvent envoyés, notamment sur le continent africain, une fois que nous, on les a utilisés. Donc, comment la tech peut remplir son rôle. Et c'est là où moi, je pense que c'est intéressant le rôle là-dessus, et je parlais tout à l'heure d'un écosystème où l'indulgence va être sûrement moins présente, et ça ne veut pas dire que le pendant de l'indulgence, c'est de taper dessus, mais voilà, je pense que l'écosystème a un moment des comptes à rendre maintenant sur son rôle en termes d'inclusion, de diversité de profil. Clairement, aujourd'hui, si on n'a pas les codes lors d'un entretien pour travailler dans les boîtes les plus mises en avant justement par les politiques ou les boîtes les plus innovantes, c'est compliqué d'y travailler en fait. Parce que pour l'instant, il y a souvent un recrutement de pairs en fait, où on se ressemble. Et du coup, c'est compliqué. Et ça, je pense que c'est important. Idem on commence à avoir le procédé, et on peut s'interroger sur le procédé des comptes comme Balance ta Startup sur Instagram, c'est-à-dire d'être anonyme, de balancer des choses sur ce qui se passe en interne. Nous, ça nous pose des vraies questions. Quand sûr. on a des témoignages comme ça, Tu parlais de Louis et tout à l'heure, c'est ce voilà, on sujet-là. recoupe, voilà, exactement, on recoupe au maximum, voir ce qui est possible ou pas, et on s'interdit de publier quelque chose où on n'est pas sûr, où on n'est pas baqué. Mais on peut aussi s'interroger sur le côté, si ces gens-là qui vivent ça, ces victimes, doivent passer par un témoignage anonyme sur Instagram, ça veut dire qu'en interne au sein de l'entreprise, ils n'ont pas La parole n'est les pas personnes libérée. pour les écouter. Voilà, de façon protégée, de façon même anonymisée. Donc, et ça, je trouve que du coup, les boîtes tech françaises ou jeunes entreprises, vont commencer à toucher du doigt ça. Et je ne sais pas si elles sont toutes préparées. Et du coup, ça va être intéressant de savoir comment elles vont gérer ça, parce que beaucoup d'entre elles, justement, ont un vernis de on est très inclusif, on veut le bien de tout le monde, Bien etc. sûr. On est très accueillant, et puis la vérité, la réalité est différente. C'est un peu comme il y a 5-6 ans où chacun disait il faut un baby-foot chez nous et des pulls à notre effigie. Bon, je pense qu'aujourd'hui, les salariés, nous, c'est ces salariés qu'on a envie de toucher. Les salariés ou les jeunes ont des moyens d'information incroyables, et ils savent un peu mieux ce qu'ils veulent et surtout ce qu'ils veulent pas. Et il y a beaucoup de salariés qui n'ont pas besoin de ces artifices pour se sentir bien dans une entreprise. Et ils veulent juste être bien payés ou payés pour ce qu'on fait, avoir une vision d'entreprise, avoir un management qui les considère. Voilà. Et eux, pour que eux derrière aient des obligations aussi qui les engagent. Et ça, c'est assez passionnant à observer. Ce qui est très dur pour le journaliste, c'est de recueillir des témoignages, c'est de recueillir des paroles libérées, mais de la part des dirigeants et dirigeantes et des salariés qui acceptent de vraiment rentrer dans le cœur et dans ce qui parfois fait mal, quoi. Et mal dans le sens de se poser des questions sur quelle est mon entreprise, voilà, qu'est-ce que ça veut dire une mission. Il y a beaucoup de marketing autour de ça. Donc c'est quoi la réalité? Et nous, on a envie de parler de ça. Donc nous, on invite les gens dès qu'ils ont des témoignages ils ont été témoins ou victimes de choses, ou à l'inverse,
envie de faire part De bonnes d'une pratiques, des choses qui sont voilà, de bonnes pratiques vraiment nouvelles et autres, où tout à fait. personne communique dessus, mais où finalement dans cette entreprise, il y a très peu de turnover, c'est intéressant. Ou aussi de pratiques sur, il y a beaucoup de com autour de cette levée. La réalité, c'est que la croissance, on l'a subie, nous, en fait. Le recrutement, il est compliqué. Ou à l'inverse, ils nous ont tout expliqué. Du coup, l'intégration est facilitée, etc., quoi. Donc, c'est pour ça que pour moi, l'écosystème entrepreneuriat français, c'est ni noir ni blanc en fait. C'est juste gris, c'est logique, c'est la vie en fait. On passe plus de temps qu'ailleurs au travail. Donc nous, on a envie de raconter ça quoi. Eh ben, écoute, passionnant en tout cas Thomas et justement, peut-être, pour, le mot de la fin, nous parler Ouais. peut-être un petit peu de vos actualités chez Madines. Tu en as parlé, tu as évoqué l'une d'elles, notamment, les keynotes qui arriveront en septembre. La Madi Justement, Keynote qui arrive le la 14 Madis Keynote, septembre, tout à fait. exactement. On mettra tout en description. Et qu'est-ce qui vous attend, vous, chez Madines, en termes d'évolution, en termes, de changement? Parce que vous allez évoluer aussi, ce que tu me disais un petit peu en off. Est-ce que tu peux Oui, nous oui. partager un peu tout ça? Alors, de ce que je peux vous dire, je peux pas tout vous dire. Vous avez vu, hein, pendant une demi-heure, j'ai pourfendu les gens qui ne disaient rien. Non, non, mais je peux Faut pas vous tout vous abonner dire. à la newsletter alors, ça on Voilà, saura. faut vous abonner à la newsletter. Non, en fait, nous, on a subi quelque chose chez Madines en mars. On a subi l'incendie des, euh, des Des data serveurs, centers oui. des serveurs, pardon, merci Dane, d'OVH. Et clairement, pendant 15 jours, on n'a pas eu de site. Donc, un site sans site, c'est compliqué. Donc, l'équipe a été incroyable, tout le monde, la rédaction et toute l'entreprise Madines, pour voir comment on diffuse nos contenus. Donc, on a bricolé des choses sous format PDF, etc., pour qu'on arrive toujours à être visible. Et quand le site est revenu, forcément, on a réintégré les sujets. On a lancé une newsletter. Donc, on a une newsletter le matin, une newsletter hebdomadaire, et puis on a une newsletter maintenant aussi le samedi. On l'a lancé le soir, et puis on a entendu le retour des gens. Tous les soirs, on avait une newsletter, ce qu'on appelle éditorialisée. Donc, on prenait un sujet d'actu Mmh. et ce qui nous avait marqué, on reliait plusieurs articles à nous sur ce sujet. On va la passer maintenant, on l'a passé le samedi matin en se disant, on a entendu le retour des lecteurs, d'avoir le temps de la lire, etc. Donc ça, c'est sur le plan, on va dire, édito. Donc, je vous ai parlé de la Madi Keynote le 14 septembre. On a fait on a fait un journal d'anticipation sur comment sera 2050 autour de L'écosystème, oui. l'énergie OK. et l'énergie, etc. Donc ça, c'est assez passionnant, qui a été fait avec le soutien d'Engie. Donc ça, c'est super. Et puis, on vous réserve plein de surprises où on va essayer d'aller sur d'autres formats où on nous attend un petit peu moins pour aussi encore que nos contenus soient toujours les plus visibles possibles parce que chez Madines, il y a vraiment une équipe qui fait en sorte de se creuser les méninges, d'essayer d'avoir des angles différents sur la santé, l'agroalimentaire, les mobilités, l'écosystème, etc. Et du coup, forcément, on est journaliste, on a de l'ego, on est journaliste pour être lu. Donc, à nous de réfléchir de la manière aussi à ce qu'on l'offre à plein de gens qui connaissent pas le site, parce on a une grosse notoriété sur ce qu'on a décrit depuis tout à l'heure, l'écosystème et autres. Mais il faut qu'on aille chercher d'autres lectrices et lecteurs qui, je pense, trouveront plein d'informations pertinentes sur Madines, que ce soit pour leur business, pour leur recrutement, mais en termes juste d'actualité économique aussi de demain, pour expliquer à la nouvelle génération, pour parler à la nouvelle génération, qui sont des gens qui, par rapport à 5-10 ans, sont encore différents, et puis seront encore différents dans 10 ans, et ont des préoccupations à eux et à elles. Et donc voilà, on réserve plein de choses pour le deuxième semestre, donc on saura communiquer dessus, et je serais ravi de pouvoir communiquer avec toi, David, dessus. Eh ben, avec grand plaisir, Thomas. Merci beaucoup pour ton temps, ta Il n'y a pédagogie rien, sur ton merci à métier et toi. sur ce que vous faites au quotidien chez Madines. Est-ce que on peut te contacter ou contacter quelqu'un chez Madines si on est intéressé pour Oui, justement, bien sûr. Alors rentrer en déjà, contact avec tes services? vous pouvez aller sur madines.com, madine2s.com. Moi, j'ai la meilleure manière de me joindre, c'est par mail, c'est thomas@madines.com. Après, j'en reçois beaucoup, donc je réponds pas tout de suite, selon l'urgence. Donc faut être Et puis patient. après, j'ai un compte Twitter, vous me retrouverez sans problème. Et pareil sur LinkedIn. Et puis sur Madines, vous avez tous les contacts parce que
On a aussi toute une équipe, ce que je disais, il y a toute la rédaction, mais il y a toute la partie commerciale qui est forcément à l'écoute des besoins de communication. Donc, vous trouverez tous les contacts sur le site sans problème. Et ben, on mettra toutes ces informations, du coup, dans la description Exactement. du podcast, si tu veux bien, Thomas. Et je te remercie de nouveau pour le temps que tu nous as accordé au micro du Merci à podcast de toi. Senpai. Et on suivra avec Merci à attention toi. toutes tes actualités et celles de Madines, bien entendu. Parfait. Eh bien, bonne fin de journée. À Au bientôt. revoir, Thomas. Merci d'avoir suivi cet épisode du podcast de Senpai. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, rien de plus simple, partager ou tout simplement parler du podcast autour de vous, cela sera d'une grande aide, je vous l'assure. Nous vous donnons rendez-vous pour le prochain épisode, et si vous ne pouvez pas attendre, une seule adresse, www.senpai.io, pour écouter d'autres témoignages passionnants. À très vite sur le podcast de Senpai.